En Somalie, on compte plus de 90 médias et un grand nombre de blogs et de sites internet. En dépit de sa culture médiatique très dynamique, de nombreuses violations contre des journalistes et des hommes politiques sont tout de même enregistrées. La mission de l'ONU en Somalie, ONUSOM, et le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ont documenté meurtres, attaques, arrestations et détentions arbitraires dans un rapport établi dimanche. La mission de l'ONU en Somalie, UNSOM, a noté 120 cas d'arrestation arbitraire de journalistes, de personnes qui travaillent dans les médias et de propriétaires de médias par des membres des forces de l'ordre entre janvier 2014 et juillet 2016. Et la moitié de ces cas ont eu lieu en Somaliland. 30 journalistes et 18 parlementaires ont été tués entre août 2012 et juin 2016 en Somalie. Les Nations Unies ont appelé les autorités somaliennes à mieux protéger la liberté d'expression et de la presse tout en relevant des progrès ces 5 dernières années. Si les insurgés islamistes Shebab, qui ont juré la perte du gouvernement somalien, constituent la principale menace pour les journalistes et les députés somaliens, les forces de sécurité gouvernementales se rendent coupables de nombreuses violations contre les journalistes et les personnes politiques. Le gouvernement fédéral devrait examiner et retirer les lois et les pratiques qui restreignent et compromettent le droit à la liberté d'expression. Les attaques contre les journalistes ou les médias ont un effet très corrosif sur la démocratie avec des répercussions profondément négatives sur la liberté d'expression et les droits de l'homme en général, a estimé le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, le Jordanien Zeid Ra'ad al-Hussein. Ce dernier appelle les autorités somaliennes à enquêter sur les violations de la liberté d'expression, quelle qu'en soit l'identité des auteurs. Partisans et adversaires du président sud-africain Jacob Zuma se sont retrouvés lundi lors d'un face-à-face tendu devant le siège du Congrès national africain ANC à Johannesburg. Prévoyant au départ un mouvement pacifique, les militants de l'ANC hostiles à Zuma se sont réunis devant le quartier général du mouvement avec l'intention de l'occuper, mais en ont été tenus à distance par un imposant dispositif policier et un cordon de défenseurs du chef de l'État. Nous pensons que toute personne responsable et saine d'esprit ne peut pas s'en prendre à quelqu'un qui manifeste pacifiquement, car c'est un droit pour lequel l'ANC s'est battue pendant l'apartheid. Il y a eu un haut niveau de menaces envers beaucoup de nos camarades. Certains ont même reçu des coups de fil et ont été menacés de représailles s'ils venaient ici. Il nous faut une direction qui ne soutienne pas la corruption, a déclaré une des opposantes au chef de l'État, exigeant le départ immédiat de Zuma. Au pouvoir depuis la fin de l'apartheid et l'avènement en 1994 de la démocratie en Afrique du Sud, l'ANC a subi un échec cinglant lors des élections locales du mois dernier, en perdant pour la première fois le contrôle de grandes villes comme Johannesburg, Pretoria et Port Elizabeth. Cette cuisante défaite a nourri l'agitation au sein de l'ANC entre défenseurs et adversaires de Zuma, mis en cause dans plusieurs affaires de corruption. Outre la police, une vingtaine d'anciens membres de la branche armée de l'ANC en treillis se sont déployés autour du siège de leur parti pour en interdire l'accès. Incarcéré dans la prison de Robben Island avec Nelson Mandela pendant l'apartheid, Jacob Zuma, 114 ans, dirige l'Afrique du Sud depuis 2009. Sa position est de plus en plus contestée au sein de l'ANC en raison notamment de la persistance de la pauvreté au sein de la majorité noire, plus de 20 ans après la fin de l'apartheid. De jour comme de nuit, ces hommes creusent ce sol dur à la recherche d'or. À Boré, village du centre ivoirien, les cultures qui servent à nourrir la population, mais aussi les plantations de café et de noix de cajou, disparaissent chaque jour sous les coups de pioche des orpailleurs clandestins. On s'est dit que si on creuse, on va trouver. Et on a dit aux jeunes, mais si on ne trouve rien à manger, allez-y. Et ils ont commencé, et Dieu merci, quelques-uns trouvent leur pain actuellement. Depuis plusieurs années, la région est frappée par la sécheresse. Les paysans n'arrivent plus à vivre de leurs récoltes. L'exploitation de l'or a donné un second souffle au village. Il y a des nouvelles constructions. Certains arrivent à scolariser leurs enfants. Donc, on ne s'en plaint pas. On trouve que c'est plus rentable que l'agriculture. La fièvre de l'or a saisi aussi de nombreux jeunes de la région et même des pays voisins de la Côte d'Ivoire. Beaucoup y voient une occasion de faire rapidement fortune. Je faisais de la mécanique, mais ici je peux devenir riche. Du coup, j'ai abandonné la mécanique et je suis venu.
Mais aujourd'hui, les habitants souhaitent voir une entreprise minière prendre en main l'exploitation pour mettre fin à ces activités informelles qui ne bénéficient pas toujours à la communauté. Soit un opérateur qui peut nous aider, qui vient pour ne pas qu'il y ait du désordre. Aujourd'hui, si on a un opérateur économique qui arrive ici, il dit bon, je prends ce terrain et il emploie des gens où ils sont salariés, il ne peut pas avoir ce désordre comme nous sommes aujourd'hui débordés. Dans un pays qui a déjà connu des tensions intercommunautaires, certains craignent que l'arrivée massive d'orpailleurs étrangers ne débouche sur des actes de violence.